ouais, Marois me plaisait et c'est une très belle femme. On va pas se le cacher. Pour moi, c'est l'une des plus belles femmes de la télé. Mais c'est vrai qu'il a quand même de la chance. Hein. Il a quand même de la chance. Après, il est beau garçon aussi. Il la mérite. Je m'étais fait opérer du sexe. Ouais, pas agrandir ni pas de chirurgie. Juste, je me suis fait circoncire. Et voilà. Et donc en fait, bah, au moment de la cicatrisation, t'as pas le droit d'avoir des questions parce que ça fait mal. T'as des points de suture. Bon, rien que tu me parles, j'ai mal. Je te jure. C'est passé par mon papa en premier. Donc c'est ça qui m'a impacté le plus. Par exemple, je mets un petit perfecto en cuir. Ah, tu fais petit gay là. Habille-toi comme un homme. C'est pas ça que je veux chez moi. T'as tué quelqu'un? Non, c'est un éclair. Ah, mais ça a une signification? Ouais, en soi, oui. Le coup de foudre. Ah, et t'as eu un coup de foudre pour qui? Pas moi. Hein? C'est pas moi qui ai des coups de foudre. C'est les personnes que je rencontre qui ont toujours des coups de foudre pour moi. Et tu te fais tatouer parce qu'une personne que tu rencontres a eu un coup de foudre pour toi? Ouais, mais plusieurs, hein, pas qu'une. C'est pour ça que je l'ai fait. Ah oui, mais elle a dû te marquer celle-là. Non, il y en a eu plusieurs. Mais après, oui, il y a eu une personne en particulier, ouais. C'est particulier quand même de se faire tatouer le visage, non? Ça va, franchement, ça va. J'étais au Mexique quand je l'ai fait. Ah bon, on va parler du Mexique parce qu'a priori, tu vas déménager, tu vas quitter la France, tu vas nous expliquer pourquoi. Ouais. Je vous présente Cédric. Enchanté. Cédric, qui est un nouveau candidat de la télé-réalité que vous retrouvez sur MTV et Paramount+, qui s'appelle Ex on the Beach. Le principe, il est simple, c'est 4 hommes, 4 femmes et un seul objectif, trouver l'amour. Sauf que le problème, c'est que vos ex sont invités à rejoindre la fête. Et pas pour votre plus grand plaisir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Cédric, dans un premier temps, on va aller à ta rencontre, on va apprendre à te connaître. Tu viens d'un petit village, c'est ça, du côté de Morteau, c'est à la frontière suisse. Exactement, Morteau, la saucisse. Je pense que tout le monde connaît la saucisse de Morteau. Je viens de là-bas, j'ai grandi là-bas et voilà. Ça ressemble à quoi, Morteau? C'est un petit village, on va dire, pas rural, mais il doit y avoir 7000 habitants. Donc tout le monde se connaît, c'est très petit. Frontière suisse, donc quand même pas mal d'argent. Tout le monde travaille là-bas. On est à 5 minutes de la frontière, donc voilà. Tu es né là-bas? Je suis né à Pontarlier, pareil, une petite ville à 30 minutes de Morteau. Et pourquoi tu m'as expliqué que tu avais grandi différemment? Tu te sentais d'ailleurs différent quand tu étais petit? Ouais, c'est vrai, je me sentais toujours différent, surtout par rapport à mon style vestimentaire, etc. Je me suis toujours senti pas forcément à ma place. Ils avaient une façon de penser que moi, j'avais pas la même. Je me sentais plus ouvert d'esprit et je me sentais vraiment différent par rapport à ça. Il était comment ton style vestimentaire? Style vestimentaire, il a changé beaucoup, beaucoup au fil des années, mais je suis passé par tous les styles. Quand c'était la mode du BCBG, quand on parlait de ça, j'avais ce style-là. Il y a eu le style tectonique, j'ai eu ce style-là. Je suis passé par tous les styles et en fait, comment dire, un petit style entre guillemets efféminé, comme on me disait. Et donc c'est pour ça que je me sentais différent parce qu'on me disait toujours ouais, ton style il fait gay, alors que pas du tout. Pour moi ça n'a rien à voir avec ça, tu vois. Qui te disait que ton style était efféminé ou qui faisait gay? C'est passé par mon papa en premier, donc c'est ça qui m'a impacté le plus. Ouais. Et sinon à l'école, école, collège, lycée, etc. Oui, le papa, ça t'a impacté le plus parce que forcément affiliation, Exactement. forcément éducation, forcément aussi projection en son père comme en son fils. Et qu'est-ce qu'il te disait qui t'a impacté? Forcément, c'était des choses quand je m'habillais. Par exemple, je mets un petit perfecto en cuir. Ah, tu fais petit gay là, habille-toi comme un homme. C'est pas ça que je veux chez moi. Des choses comme ça. Donc des choses quand même assez impactantes. Mais c'était pas forcément peut-être du sérieux, mais je sais pas. Moi, ça m'a toujours un peu marqué, surtout dans mon adolescence. Après, maintenant, en soi, si ça viendrait à se repasser, aucun impact. Mais tu aurais pu aller dans son sens. Tu aurais pu justement vouloir refouler tous ces vêtements jugés trop gays ou trop efféminés pour aller dans le sens de l'éducation de ton papa ou des réflexions de ton père. C'est vrai, mais je suis quelqu'un qui aime pas forcément beaucoup l'autorité et qui aime faire ses choix, ses propres choix. Donc il y a eu pas mal d'engueulades, on va dire, par rapport à ça, parce que dès que je voulais aller à droite et lui voulait que j'aille à gauche, j'allais quand même à droite, parce que je suis libre de mes choix, je suis un grand garçon et voilà. Et toi, tu répondais quoi à ton père quand il te disait que ça faisait petit gay? Ça dépendait. Des fois, je disais bah ouais, ça fait petit gay et tu vas voir, un jour, je vais te ramener un mec à la maison.
pour rentrer dans son jeu, pour l'énerver un petit peu. Tu provoquais. Voilà, je provoquais un petit peu. Et c'était quoi la réaction en face? Rien, rien, il relevait pas et je partais et voilà. Et même aujourd'hui, hein, tu as toujours, je pense, continué de cultiver cette différence vestimentaire, on va l'appeler comme ça, parce que même sur tes réseaux sociaux, bah, tu es très à l'aise de porter des crop tops, quoi. Ah bah, et on peut lire d'ailleurs en dessous de tes posts, quand tu te trompes à 6 h du matin et que tu prends le haut de ta sœur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ça, pour moi, c'est des commentaires de personnes qui sont encore trop fermées d'esprit. Parce que pour moi, c'est pas un habit qui va te définir. Ça n'a rien à voir. Un crop top, à la base, c'est inventé dans les années 80, je crois, et c'est des hommes qui les portaient au tout début, dans la mode, les crop tops. Quand on regarde le film Rocky Balboa, dans une scène, il est en train de courir en crop top. Donc, en soi, pour moi, c'est pas ça qui fait l'orientation sexuelle d'un homme. Mais alors, pourquoi la plupart des gens associent un vêtement à une orientation? Je sais pas, je pense que c'est la société qui a voulu mettre ça, mais je sais pas. Tu vois, par exemple, là, mon pantalon, c'est un pantalon femme. Je l'ai pris chez les femmes. Tu dis ça à beaucoup de personnes dans la rue, ils vont te dire, mais comment tu penses aller chez les femmes pour trouver un pantalon? Mais sauf que, ben, en soi, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de... En fait, ça leur mettrait un coup dans leur masculinité. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec tout ça, en fait, qui ont peut-être peur de se dire, ouais, mais en fait, je vais peut-être faire trop efféminé, je vais peut-être faire trop gay ou bi ou quoi que ce soit, et qui ont peur du regard des gens, tout simplement. Après, il y a tout un mouvement aussi en ce moment qui a tendance à dire que cette façon de penser que tu as et que tu cultives, Cédric, c'est du wokisme. Non, parce que c'est quelque chose que, déjà, ce mot, je ne le connaissais pas il y a encore peut-être 2 ans. Et en soi, comme je te dis, depuis tout petit, j'ai toujours été comme ça, à avoir un peu un style un peu différent, comme je te disais, plus efféminé. Et en soi, c'est pas une mode pour moi, c'est juste moi. Et bien justement, parlons orientation. Parlons de ton orientation si tu es à l'aise avec ça. Quelle est ton orientation? Hétérosexuel, depuis toujours. Je me suis même jamais posé la question, est-ce que tu pourrais être attiré par un homme, etc. J'ai jamais pensé à ça. J'ai toujours aimé la femme. Et voilà. Je suis super à l'aise. J'ai des amis gays, j'ai des amis bi, etc. Je suis super à l'aise avec eux. Mais en aucun cas, jamais de la vie, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas, j'irais bien tester ou voir ce que ça donnerait. Non, 100% hétéro. Ton style vestimentaire, on l'a expliqué, tu le cultives avec beaucoup d'audace, vraisemblablement. Et ce que tu as cultivé également, Cédric, c'est ton physique. Ouais. Parce que tu as perdu 20 kilos. Non, j'ai pris 20 kilos. Ah, t'as pris 20 kilos? J'ai pris 20 kilos, ouais. Pardon. J'ai pris 20 kilos. Donc t'étais plus gringalé avant. Ah, j'étais gringalé. Donc imagine, un style efféminé, très maigre. Ah, mon papa, mais c'était waouh, le gay de la maison. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, non. Donc tout mon lycée, j'ai pris des remarques en mode le coton-tige, etc. Et je voulais changer ça. J'étais un petit peu dans la photo à ce moment-là. Je voulais me lancer en tant que mannequin. Et je me suis dit, je peux pas faire des photos torse nu en ayant ce physique-là, parce qu'on m'a complexé. Vraiment, on m'a complexé toute mon enfance. T'étais pas dégueulasse, hein. Bien sûr, j'étais pas dégueulasse. On va regarder peut-être une photo. Si elle peut apparaître, on va voir le avant-après. Donc c'est ça à gauche que tu appelles gringaler? Alors non, là à gauche, ça faisait 6 mois que je faisais de la muscu. Donc j'avais quand même un petit peu des bonnes bases, hein. Mais je faisais, au tout début, je faisais 62 kilos pour la même taille que j'ai maintenant. Tu mesures combien? Je fais 1,80. 1,80. Pour 62 kilos, et là maintenant je fais 84 kilos. Et en combien de temps tu as pris 20 kilos, vraisemblablement, de muscles? Alors j'ai pris en 1 an, à peu près, en 1 an. Mais ça allait très vite parce que à ce moment-là, cette époque-là, je travaillais pas, donc j'avais que ça dans ma vie. J'étais pas forcément dans une hyper bonne période et j'avais que ça. Donc je mangeais muscu, je dormais muscu, j'allais à la muscu la journée et voilà. Pourquoi t'étais pas dans une bonne période? Je sais pas, c'était une remise en question un peu sur, bah, tu vois, ma jeunesse, la complexité, les complexes, ouais, les complexes on va dire. Et donc je me remettais un petit peu en question par rapport à tout ça et voilà. Tes complexes, ils étaient uniquement physiques? Ouais, je réfléchis quand même, mais ouais, juste physique. Après aussi le fait de, tu sais pas trop savoir où j'allais. Par exemple, dans ma vie professionnelle, etc., je savais pas trop où je voulais aller. Par rapport à ma vie amoureuse aussi, je savais pas trop ce que je voulais. Et donc voilà. Tu rêvais de quoi à ce moment-là? Tu avais envie d'aller où, justement? Moi, je rêvais de découvrir le monde, tout le temps. J'ai toujours rêvé
de partir d'où je viens, donc de Morteau, parce que, comme je te disais, je me sentais différent, donc je voulais découvrir le monde. Sauf que la vie fait que j'habite en frontière, il y a beaucoup d'argent, j'avais un travail qui me rapportait pas mal d'argent, et en fait, l'argent amène la stabilité financière, on va dire, et donc ça te bloque dans un petit cocon, et en fait, je trouve que c'est ça ce qui se passe d'où je viens, c'est que les gens sont très fermés et restent où ils sont. Ils voyagent même pas beaucoup parce qu'ils ont leur stabilité financière, on va dire. On a besoin d'argent pour explorer le monde ou l'argent nous empêche d'explorer le monde? Philosophe. Moi, je dirais l'argent nous empêche d'explorer le monde. Ouais, je dirais ça parce que en soi, c'est difficile de. Tu peux voyager sans argent, mais il y a des choses que tu peux pas faire sans argent. Des activités, voir certaines choses. Maintenant, tout devient payant. Tu veux faire des excursions, visiter quelque chose, c'est payant. Donc, si tu n'as pas l'argent, tu peux pas faire ces visites-là. Donc, tu peux voir le monde, mais il y a certaines choses que tu peux pas faire. Et tu bossais dans quoi, justement, à la frontière suisse? Je bossais en usine en horlogerie, donc dans les montres. J'étais opérateur en horlogerie, donc devant une machine, dans les cadrans, pour ceux qui connaissaient un petit peu la montre. Et voilà, et c'était quelque chose qui me plaisait pas du tout, parce que j'étais devant ma machine, 8 heures dans ma journée, à rien faire, musique dans les oreilles. Et en fait, tu penses à ta vie quand tu fais ça. Tu fais rien, et donc tu penses à ta vie, tu te dis, mais c'est pas ça que je veux. Et donc au final, à mes 25 ans, j'ai tout lâché. J'ai dit c'est mort. J'avais ma copine, j'avais une maison avec elle, j'avais mon travail, vraiment une vie de futurs parents, etc. J'ai dit c'est mort, je veux pas de ça. Je lâche tout, demi-tour et c'est parti. Mais quand tu dis j'ai tout lâché, ça veut dire que tu lâches vraiment tout, genre même la copine? Même la copine. Alors que tu l'aimais? Alors oui, je l'aimais, mais en fait, à cette période-là, pour aller un petit peu dans les détails, elle venait de trouver un travail qu'elle voulait vraiment. Et moi, je voulais partir au Mexique à ce moment-là. Et je ne pouvais pas lui demander de me suivre parce que même moi, au fond de moi, je ne savais pas si je voulais finir ma vie avec elle. D'accord. Donc, je ne me suis pas permis de lui dire « quitte ton boulot aussi, tu me suis. Et au pire des cas, tant pis, c'est pas grave. Ouais. » Et donc voilà. Mais tu es parti vivre au Mexique? Un petit coup, j'ai fait 6 mois. 6 mois. Qu'est-ce que tu as fait pendant 6 mois au Mexique? Eh ben, au début, pas grand-chose. Pas grand-chose. Juste avant, j'avais passé mes diplômes de coach. Et donc au début, coach sportif. Ouais, coach sportif, désolé. Et au début, c'était un petit peu pour découvrir le Mexique, voir un peu la culture, etc. Et au final, je m'étais trouvé 2-3 petits clients en personal training. Et donc je faisais ça un petit coup. Donc tu as pu faire de l'argent là-bas. Exactement. Pour pouvoir rester là-bas quelques mois. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a ramené à Morteau? Ce qui m'a ramené, c'est une fille. Encore une ex. Toujours. Ouais, toujours les filles. En fait, pour la faire courte, avant de partir au Mexique, donc j'ai lâché ma copine actuelle. Et juste avant de partir au Mexique, j'ai rencontré une fille. Donc 9 mois avant de partir au Mexique. Et à la base, c'était juste en mode on se voit. Moi, je veux pas de rencontre parce que je sais que je vais partir vivre là-bas. Donc je veux pas m'attacher. Et au final, on s'est attaché. Et je lui ai dit, moi, je pars dans tous les cas. Elle m'a dit, je te suis. Et donc, elle m'a suivi. Ça s'est mal passé là-bas. Et en fait, quand ça s'est mal passé là-bas, elle m'a dit, si tu veux que ça marche entre nous, faut qu'on rentre et tu rentres avec moi. Et donc, je suis rentré avec elle. Et c'est quand que tu ouvres ta propre salle de boxe, de CrossFit? Ma salle de CrossFit, je l'ai ouverte il y a 5 mois là. Parce que tu es propriétaire là, on Je suis est propriétaire d'une boxe de CrossFit. Merci beaucoup. C'est beau, t'as quel âge? J'ai 30 ans, je vais avoir 30 ans là cette année. C'est beau, franchement. Ouais, non, je suis vraiment 30 content. ans, propriétaire de ta salle de CrossFit, félicitations. Ça ressemble à quoi? Une salle de CrossFit, c'est un hangar, un gros hangar. C'est différent d'une salle de fitness. Un gros hangar avec des barres de traction, des ergots pour faire le cardio, etc. Et voilà, je fais des cours de 12 personnes. Et on allie un peu tout, gymnastique, sport cardiovasculaire. Et donc voilà, c'est trop cool. C'était vraiment un rêve que je voulais réaliser. Et donc là, vraiment, je suis content d'avoir pu réaliser ça. Eh ben bravo. Merci beaucoup. Tu me montres un petit peu tes tatouages sur tes mains? Oui. J'avais l'impression... Ah non, c'est un C, je croyais que c'était une lune. Non, c'est un C. C'est un C pourquoi? Pour Cédric ou pour connard, on va me dire. On me dit souvent que t'es un connard. Ouais, un petit peu. Les filles surtout. Mais t'as pas l'air d'être un connard. Non, je suis super gentil. Mais je sais pas. Mais t'es peut-être pas un connard face à moi. Non, en vrai, je suis
tout le temps pareil. Après, ben, certaines choses que je fais dans ma vie, peut-être qui me font passer pour un connard, alors que non, je cherche pas à faire du mal aux gens ou quoi que ce soit. Ok, je pensais que c'était une lune, parce que comme Non, je sais ouais, que tu as un truc avec l'astrologie, un petit peu. t'aimes bien l'astrologie. Ouais, je m'y intéresse un petit peu. Après, c'est pas non plus hyper poussé. Genre, je vais pas forcément voir les phases de lune, etc. Mais j'aime bien m'y intéresser. Enfin, t'aimes bien voir les lunes, mais bon. Exactement. D'autres. Pas les mêmes. Pas les mêmes. Toi, t'es de quel signe? Moi, je suis bélier. Bélier. Ouais. Ok. Vrai La fonceur. plupart des nanas que tu dates, elles sont de quel signe? Un peu tous les signes, mais je m'entends le mieux avec les signes de feu, un peu comme moi, les signes un peu forts. Lion, Scorpion, Bélier aussi. Mais je m'entends bien, mais on s'embrouille beaucoup aussi, parce que c'est deux caractères très forts. Donc voilà. Mais après, moi, j'arrive à me canaliser maintenant avec la maturité, etc. Je m'emporte beaucoup moins vite, parce que normalement, un bélier, ça fonce dans le tas direct. Maintenant, ça va. J'arrive à rester calme. Et Marwa Meraska, lorsque tu l'as rencontrée, tu savais de quel signe elle était? Pas du tout. Alors vraiment pas. Je savais pas du tout de quel signe elle était. Et même encore aujourd'hui, je sais même pas de quel signe elle est. Elle te plaisait? Ouais, franchement, oui. Quand je suis allé là-bas, Oui, parce que tu as eu un petit truc avec Marwa, on est d'accord? une petite télé ensemble. Un petit date? Un petit date, voilà, on va dire un petit date. En fait, je me suis toujours dit, si je fais quelque chose, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je ferai jamais quelque chose dont je suis pas hyper fan ou quoi que ce soit. Donc quand on m'a présenté la chose, ouais, Marwa me plaisait et c'est une très belle femme. On va pas se le cacher. Pour moi, c'est l'une des plus belles femmes de la télé. Donc, T'aimerais être Vincent Queijo, peut-être? non, non, quand même pas. Mais c'est vrai qu'il a quand même de la chance. Hein. Il a quand même de la chance. Après, il est beau garçon aussi. Il la mérite. Est-ce que c'est parce que justement tu as fait un date télé avec Marwa que tu n'as pas pu participer à Love Island par la suite? Peut-être, peut-être. Je sais qu'on m'avait casté pour Love Island. On m'avait dit que c'était bien parti. On m'avait même donné une date pour l'avion, il me semble. Comme quoi, il fallait mon passeport pour l'avion et tout. Et au final, d'un coup, plus de nouvelles. Plus de nouvelles du tout. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que normalement, même si ça marche pas, on te dit, non, en fait, on te prend pas. Et point. Surtout à l'étape où j'étais. Et au final, plus de nouvelles. Et à ce moment-là, j'ai vu que Marwa était arrivée dans la télé. Alors qu'à la base, elle ne devait pas y être, je crois. Et en fait, c'en est la déduction que j'ai fait. Parce que notre télé, à nous, n'était pas sortie. Donc je me suis dit, s'ils nous montent là, sur, entre guillemets, du direct avec Marwa, et ensuite qu'ils sortent quelque chose que j'ai fait avec Marwa, comme si on se rencontrait, ça va pas le faire. Donc je pense que c'est pour ça que ça l'a pas fait. Et Ex on the Beach, on est d'accord que tu ne sais pas que c'est pour le programme Ex on the Beach quand tu candidates? Vraiment pas du tout. Moi, on me vend ça, vous allez être dans une villa, célibataire, tranquillou, et vous allez faire votre vie. Vous allez voir, il va y avoir des choses qui vont se passer, on va vous diriger sur certaines choses, des dates, etc. Mais voilà, tout simplement. Donc est-ce que tu étais dans une démarche de rencontrer quelqu'un à ce moment-là, sincèrement? Moi, j'étais dans une démarche de kiffer. Vraiment, j'étais dans une démarche de kiffer. Je me suis dit, on va être entre mecs cool, filles cool. Et moi, je voulais juste en mode... Je venais de me séparer à ce moment-là. Enfin, ça faisait un moment que je m'étais séparé. Et moi, je voulais juste kiffer. Juste kiffer, rencontrer des filles. Et comme je dis dans mon portrait, choper des meufs. Et voilà, c'était juste ça. Tu plais? Oui. Je vais pas dire je pense, parce que ce serait mentir. Oui, je plais. Bah tu le dis, hein, tu dis je suis quelqu'un de très beau, Ouais. je plais à beaucoup de filles. C'est vrai. J'ai trouvé ça dans une vidéo. C'est vrai, dans une petite TV, c'est vrai. Déjà, il y a deux informations. Je suis quelqu'un de très beau. Ouais. Donc tu te trouves beau. Bien sûr. Et je trouve ça normal. Il faut avoir confiance en soi. C'est difficile d'avoir confiance en soi. C'est difficile d'avoir 100% confiance en soi. C'est même pour moi impossible. On a toujours une phase de nous avec laquelle on n'est pas forcément confiant, mais je trouve que c'est quelque chose qui se dégage. Quelqu'un qui a confiance en soi, quand il rentre dans une pièce, tu le sens. Il y a l'aura qui... Tu te dis, waouh, elle, il y a quelque chose qui se passe. Et donc voilà, ouais, j'ai confiance en moi. Quand tu te regardes donc dans le miroir, tu vois pas de défaut. Non. En vrai, non. Je crois pas. Donc t'es pas le mec qui est face à son miroir et qui se dit oh là là ça j'aime pas et là oh ça aurait pu être comme ça et là pourquoi ça c'est pas un peu plus haut? Non, je suis pas du tout comme ça. En fait, quand j'étais jeune, j'étais plus fin, donc j'avais le visage très fin, donc j'étais creusé des joues et je trouvais que j'avais un peu les oreilles décollées. Et on m'en avait fait un complexe parce qu'on m'appelait Dumbo, etc. quand j'étais petit. Et au final, je l'ai accepté. Après, j'ai grossi du visage, etc. avec l'âge. Et je me dis non, même si je trouve un petit quelque chose dont je suis pas à l'aise, je me dis je suis comme ça. On m'a fait comme ça.
Donc je suis comme ça. Ce que je peux pas changer, je le change pas. Mon physique, je pouvais le changer. Donc c'est pour ça que je l'ai changé. C'était quelque chose que j'aimais pas. Après, il y a la chirurgie. Ouais, mais j'ai pas envie de passer par là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de passer par des choses qui sont naturelles. Donc c'est pour ça que déjà je suis devenu coach parce que je veux amener ce message-là auprès des gens que ok, la chirurgie c'est bien, ça fait des choses magnifiques. Je suis totalement d'accord avec ça. J'ai aucun jugement là-dessus. Mais ce que tu peux changer toi-même, donc par exemple physiquement, prendre des cuisses, perdre des cuisses, prendre des fesses, fais-le, essaye de le faire parce que tout est possible. Est-ce que c'est valable que pour toi ou est-ce que c'est valable aussi pour les filles que tu peux rencontrer? Est-ce que tu es attiré par une fille qui va transformer par exemple son corps avec la chirurgie, qui plutôt que de faire des squats, tiens, toi qui es coach sportif, va faire par exemple un BBL, va délocaliser la graisse de son ventre pour la mettre dans les hanches et dans les fesses? Moi, je suis plus fan de quelqu'un qui a fait du sport, qui a transpiré, qui a fait son physique avec sa sueur et avec le sport. Mais on va pas se cacher que forcément, un beau BBL fait, on y va, quoi, tu vois. Ah oui, donc j'avais raison, c'était bien valable que pour toi. Pas que pour moi, parce que... Non, en vrai, je suis quand même plus attiré par les filles naturelles. Pour de vrai, même toutes les filles que je rencontre, il y en a rarement qui étaient refaites. Franchement, à part la poitrine, mais après ça c'est encore autre chose parce que la poitrine c'est quelque chose que tu peux pas changer naturellement. Ça en soi, quelqu'un qui est complexé par sa poitrine, il y a que la chirurgie pour changer. Donc voilà. Quand est-ce que tu as su que tu plaisais à beaucoup de filles? Période collège. J'avais, comme je te disais, j'avais un petit style différent. J'avais un petit style un peu skater, surfeur à ce moment-là. J'avais les cheveux longs quand j'étais petit, frisés. Et je plaisais déjà. Je sais que je plaisais, les filles me couraient déjà un petit peu après. Et en vrai, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je pourrais pas te dire, j'ai eu une période où je sentais que je pouvais aller vers une fille et qu'on me dise non. C'est rare qu'on m'ait dit non. À quel âge t'as fait ta première fois, Cédric? Tard, je l'ai fait à 17 ans, je crois 17 ans et demi. J'ai eu l'occasion de le faire bien avant, mais je voulais pas le faire avec n'importe qui. J'avais trop entendu souvent dire, j'ai un grand frère, tu vois, donc je traînais avec les potes de mes grands frères, etc. Et j'entendais trop souvent en mode ouais, je regrette ma première fois, ça a été fait trop vite ou des choses comme ça. Et je voulais pas ça. Je voulais m'en rappeler et le faire avec quelqu'un que j'appréciais réellement. Et donc en fait, je l'ai fait avec quelqu'un d'important pour moi, qui est que je me souviendrai toute ma vie, quoi. Et dans quel sens t'estimes que t'es faible avec les filles? Puisque t'as déclaré, moi je suis quand même assez faible face aux filles. C'est vrai, je suis assez faible dans le sens où je sais pas comment te l'expliquer, mais j'en parle dans mon portrait que j'aime beaucoup le sexe. Je vais pas dire que je suis accro, mais c'est quelque chose qui m'anime. J'ai besoin de ça. J'ai besoin du sexe dans ma vie. Et en fait, souvent quand une fille a confiance en elle et me parle de sexe directement, etc., je flanche assez rapidement. Franchement, je flanche vite, je sais pas, j'ai envie de la découvrir et me dire, tiens, j'ai envie de coucher avec elle. Et donc, c'est ça qui me rend, entre guillemets, faible, on va dire. T'as une fréquence particulière? Enfin, au bout d'un moment, tu t'inquiètes? Comment ça se passe? J'ai pas une fréquence, mais par exemple, tenir 3 semaines sans sexe, ce serait vraiment... C'est dur. Ça m'est arrivé par obligation même de tenir à peu près 5 semaines sans sexe. Et c'était dur. Franchement, c'était dur. Pourquoi par obligation? Je m'étais fait opérer du sexe. Ouais, pas agrandir, ni pas de chirurgie, juste je me suis fait circoncire. Et voilà. Et donc en fait, au moment de la cicatrisation, t'as pas le droit d'avoir des questions, parce que ça fait mal, t'as des points de suture. Rien que tu me parles, j'ai mal. Je te jure. Je m'en réveillais à la nuit, tellement ça me faisait mal. Pendant combien de temps t'as eu mal? Franchement, j'ai eu mal pendant bien 2 semaines, le temps de cicatrisation, parce que tu sais, à la base, t'as la peau qui recouvre le gland, si on va dans les détails. Le prépuce. Et au final, là, on te l'enlève. Donc en fait, dès que tu mets un caleçon, t'as les frottements. Et ton gland, il est pas habitué à ça. Donc au début, ça fait mal. Et puis pour faire pipi? Non, ça va. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Et la douche? Au début, t'as un pansement, donc en fait, t'as ton sexe qui est entouré de pansements, donc ça va. Et au final, non, franchement, le pire, c'est les frottements. Les frottements et les érections, parce que t'as des points, donc en fait, dès que t'as une érection, ça tire sur les points. Mais je trouve que le corps, il est assez intelligent pour se dire, ça, j'ai pas le droit de le faire, donc il le fait pas.
Mais sauf qu'à un moment donné, c'est humain. Bah oui, par Tu exemple vois. le matin. Le matin, c'est humain. Mais vraiment, pour te dire, des fois, je me réveillais la nuit en pleine érection, mais j'ai jamais été autant en érection de ma vie. Tellement déjà j'étais en manque et tellement je bandais plus au tout début, tu vois, parce que je sais que j'avais plus le droit. Donc voilà. C'était dur. Pardon. Et je peux te demander pourquoi tu as fait une circoncision à quel âge? Je l'ai fait il y a 3 ans. Donc à 27 ans. À 27 ans, 26, Pourquoi tu as 27 ans. choisi de te faire circoncire à 27 ans? En fait, c'est quelque chose que je pensais déjà à ma majorité et au niveau de l'hygiène. Déjà, au niveau de l'hygiène, je voulais le faire. Et si tu veux qu'on aille dans les détails, on va aller dans les détails. Je trouvais que j'avais le prépuce un peu trop long. Donc en fait, quand j'étais en érection, j'avais le prépuce qui revenait un peu trop sur mon gland. Ah, t'avais une écharpe? Ouais, on va dire que j'avais une écharpe, un bonnet, je disais moi. Mais et en fait, une fois, j'ai eu un rapport protégé. Et en fait, j'ai eu mon prépuce qui s'est bloqué entre la capote et dans la capote en fait. Et avec les frottements, ça m'a tout irrité, ça m'a fait mal, ça m'a coupé. Oui. Et donc à ce moment-là, je me suis dit stop, vas-y, je vais couper ça comme ça, au moins j'aurai plus ce problème-là. Et voilà, tout simplement. Est-ce que tu vois une différence entre, par exemple, des sensations que tu pouvais avoir avant, pendant un acte intime, et après ta circoncision? Oui, il y a une différence. Je trouve que moi, je suis plus sensible maintenant. Je le sens que je suis plus sensible. Et après, il y a même une différence par rapport à la femme. Par exemple, sur un rapport non protégé, donc si par exemple je suis en couple et qu'on peut avoir des rapports non protégés, je sais que quand j'étais pas circoncis et que la fille n'était pas forcément bien mouillée, on va dire, mais qu'elle mouillait assez quand même pour avoir un rapport sexuel, on est d'accord, ça pouvait le faire. Maintenant, en étant circoncis, si c'est pas assez mouillé, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas ce frottement, tu sais, de peau, de prépuce, etc., qui fait que ça peut quand même glisser, etc. Voilà. Ok, tu vois, celle-là, voilà, c'est ce qu'on appelle parfois des surprises d'une interview parce que je ne pouvais pas m'attendre à ce que tu me racontes ça. Mais en vrai, c'est un sujet intéressant. De fou. Et qui intéresse beaucoup d'hommes. Et en vrai, de vrai, c'est quelque chose qui fait peur aux hommes puisqu'ils se disent, peut-être je vais avoir moins de sensations, etc. Franchement, pas du tout. Moi, je sais que j'ai plus de sensations et hygiénement parlant, mais c'est une dinguerie. Mais ça change quoi en termes d'hygiène? C'est beaucoup plus propre. Tu sais, par exemple, tu vas aux toilettes, tu vas pisser un coup. Quand tu as le prépuce, on parle toujours de la petite dernière goutte. Ah oui. La petite dernière goutte de pipi qui reste dans le prépuce. Et donc, au final, tu vas passer ta journée. Ah oui, après, ça devient du fromage. Ouais, on va dire ça comme ça. Il va y avoir une odeur. J'ai jamais eu ça, même quand j'étais pas circoncis. Mais il y a toujours une petite odeur ou quoi que ce soit. Là, franchement, depuis, plus rien. Pas du tout. Parce que tu n'as plus de petite dernière goutte. Au pire des cas, tu la remets dans ton caleçon, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. En parlant phallus, désolé pour la transition, je vais te parler de Sophia. Ouais. Parce qu'il y a une séquence lunaire qui a tourné sur les réseaux sociaux dans laquelle Sophia, que tu découvres, vous connaissez depuis pas longtemps, t'explique qu'elle a un don. Ouais, c'est vrai. Elle a la capacité, en regardant un homme, de savoir à quoi ressemble son pénis. Regarde. Et moi, quand je vois quelqu'un, je peux imaginer, mais au centimètre près, selon la morpho du mec, comment elle est sa queue. Ok. Moi, je pense que la tienne, elle a une taille complètement correcte, genre juste ce qu'il faut, qui tape là où il faut. Et je pense qu'elle a une largeur, mais qui est plus que la moyenne. Ok. Moi, je l'imagine comme ça. Est-ce que j'ai bon ou pas? Moi, je l'imagine comme ça. Alors, est-ce que c'est véritablement une diseuse de bite aventure? Ouais. En vrai, ouais. En vrai, je pourrais pas te dire non parce que même il y a la séquence après dans le même épisode où on couche ensemble et on l'entend dire comme je l'imaginais. Donc en soi, je peux pas dire non. Je peux pas dire non, elle avait tort ou quoi que ce soit. Et c'est véritablement un don qu'elle a, Sophia, pour toi? Est-ce qu'elle avait vu juste que pour toi ou est-ce qu'elle avait vu juste aussi pour d'autres? Alors, si elle a vu juste pour d'autres, ça, j'en sais rien, parce qu'on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé d'autres sexes, des autres hommes, mais ouais, ça peut être un don. Je pense que ça peut être un don, franchement. D'avoir eu juste avec moi, je me dis que c'est fort quand même. Mais ça t'a bluffé quand elle te dit ça? Il se passe quoi dans ta tête quand elle te décrit ton pénis?
Mais moi, j'étais choqué déjà. Moi, j'étais choqué. Je suis en premier date avec elle. On essaye de faire connaissance. Et d'un coup, elle me sort ça. Mais tu penses bien que je suis dénu, entre guillemets. Donc non, ça m'a choqué. Et après, hyper drôle. Et après, je me suis dit, très forte. Très, très forte. Mais t'aimes ça, en vrai. Parce que sûr. je me souviens de ce que tu m'as dit il y a 10-15 minutes. Bien sûr. Tu m'as dit, j'aime quand une fille, dès le début, me parle de sexe. Exactement, exactement. Moi, c'est ça qui m'attire. J'ai besoin de... tu vois, pour moi, ça montre qu'elle a confiance en elle. Qu'elle est à l'aise avec les sujets, avec sa sexualité, etc. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important. Pourquoi ne pas parler de sexe, etc. alors que c'est notre vie, à tout le monde, de tous les jours. Le sexe, ça se passe entre guillemets, dans la vie de tout le monde. Et c'est quelque chose qui, moi, est hyper important. Et je trouve que c'est une... moi qui ai beaucoup voyagé, qui ai un petit coup vécu au Mexique, la mentalité française par rapport à ça, par rapport à la mentalité mexicaine, c'est totalement différent. Et c'est pour ça que moi, je kiffais être au Mexique, parce que, par exemple, tu rencontres une fille au Mexique, la première chose que c'est, entre guillemets, ça va être, on va coucher ensemble. Donc en fait, on se rencontre, comment tu t'appelles, etc. Véridique, ça m'est arrivé. Comment tu t'appelles, t'as quel âge, etc. Bon, on fait quoi? On va chez toi, on va chez moi. Rien de plus, hein. Et donc on couche ensemble. Et si ça se passe bien, allez, pourquoi pas, on va faire connaissance. Et si ça se passe mal, pourquoi, entre guillemets, perdre du temps? Parce que quand deux corps ne s'entendent pas sexuellement parlant, je pense que ça s'entendra jamais sexuellement parlant. Tu peux faire des efforts, tu peux faire des concessions, etc. Mais je trouve que on sent si deux corps se correspondent ou non. Et je trouve que ça, c'est différent en France. En France, on se rencontre, on fait des dates, on va au resto, on apprend à se connaître vraiment, on fait 5-6 dates la plupart du temps, et ensuite on couche ensemble. Sauf que là, il s'est passé peut-être, on va dire, 1 mois entre tout ça, 2 mois. Et au final, si ça se passe mal au lit, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de recoucher ensemble et on revoit que ça marche pas, etc. Et on a perdu 2-3 mois de notre vie. Ou on passe directement à l'acte, on voit si ça se passe bien. Et si ça se passe bien, allez, viens, on fait connaissance. Et là, au moins, on perd pas de temps. Et au-delà de l'alchimie donc corporelle avec Sophia, est-ce qu'il y avait une alchimie aussi spirituelle? Est-ce que vous matchiez? Ouais, franchement, on matchait. On voit dans les premiers épisodes, il y a ce date avec Ophélia, où ça se passe très bien. Mais là, je sens direct que c'est une attirance sexuelle. Parce que Ophélia, c'est mon genre féminin, etc. Mais vous vous êtes juste embrassé, on s'est juste embrassé. Mais je sentais que moi, c'était vraiment... j'avais envie d'elle. Voilà, tout simplement. Alors qu'avec Soso, il y a eu cette envie, j'ai envie d'elle, mais mentalement, des sujets qu'on parle, etc., ça me correspond bien. Sa façon de penser, elle me correspond. Et donc voilà, ouais, on s'est bien trouvé, je trouve. Elle est comment, justement, sa façon de penser à Sophia? Elle est très ouverte. Sophia Soso, elle n'aime pas qu'on l'appelle Sophia. On peut même dire zéro tabou, hein, Sophia. Ouais, franchement, zéro tabou. Elle parle de tout. Elle va parler de sexe avec les hommes, de sexe avec les femmes. Elle va parler de ses soirées. Elle peut parler d'alcool. Elle peut parler de ses expériences en soirée, de tout. Ouais, elle parle même de ses addictions. Bien sûr, elle parle même de ses addictions. Elle fait beaucoup de prévention d'ailleurs sur ses réseaux. Ouais, carrément. Maintenant, je ne sais pas où elle en est par rapport à ça. Je crois que ça va beaucoup mieux et qu'il n'y a plus d'addiction, etc. Après, elle était dans le monde de la nuit, donc forcément, avec l'alcool, c'est beaucoup plus facile de boire de l'alcool. Et les barmaids. Et donc, c'était... tu sais, c'est un monde où tu es vachement... poussé à boire de l'alcool parce que t'es avec les clients, etc. Et pas que. Prendre des drogues. Après, il y a un sujet dans notre société sur la drogue, l'alcool, où la plupart des gens veulent le cacher et le font de façon, entre guillemets, clandestine. Alors peut-être qu'il faudrait en parler un petit peu plus parce qu'en parlant, justement, ça permet d'éduquer, de faire de la pédagogie, d'expliquer ses expériences et donc, de facto, de faire de la prévention. Carrément. Pour moi, c'est un vrai sujet. C'est comme le sexe. C'est pareil. Quand on est au collège, on nous parle un petit peu de la sexualité, etc. Donc c'est pour faire des préventions par rapport aux préservatifs, par rapport aux moyens de contraception. Et je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas par rapport aux drogues. On le fait par rapport à la cigarette. Ok, super. Cigarette, c'est légal, donc on le fait. C'est légal, mais c'est une drogue à partir du moment où il y a une accoutumance et en plus ça tue. Exactement. Mais on fait de la prévention que sur ça. On ne fait pas de prévention sur la drogue. On ne fait pas de prévention sur l'alcool. L'alcool, on fait de la prévention sur l'alcool par rapport surtout à la sécurité routière.
parce que ça a créé beaucoup d'accidents, etc. Il commence à y avoir de la prévention. Le gouvernement a mis en place de la prévention. Depuis quelques semaines, on voit des publicités à la télévision par rapport à la cocaïne. Ouais, mais on est en 2025. Mais c'est bien, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, mais ça, pour moi, ça doit arriver bien avant. Bien avant. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Donc ouais, c'est bien d'en parler, et moi, je suis vraiment avec Soso par rapport à ça, qu'elle en parle, etc. Je trouve ça une très bonne chose. Très très bonne chose. Toi, tu n'avais pas d'ex, parce que ça s'appelle quand même Ex on the Beach, et vous avez des ex qui viennent un petit peu perturber vos aventures. C'est vrai. Toi, t'en as pas. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tu étais tellement un bon candidat que même si tu n'avais pas d'ex, la production t'a pris quand même? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une tuile dans le pâté et elle n'a pas pu venir? C'est pas qu'il y a une tuile dans le pâté, c'est que mon ex, elle aurait pu venir, mais elle n'a pas voulu venir. Elle n'a pas voulu venir, ou même je crois qu'elle est venue sur le tournage, et quand elle a su que c'était pour moi, elle est vite repartie. Elle a dit c'est mort, je veux pas le voir, etc. Mais attends, mais pourquoi ça se passe comment? C'est-à-dire que la prod, quand elle caste entre guillemets l'ex, qu'elle contacte ton ex, elle dit pas à l'ex, tu vas revoir Cédric. Je crois que si, ils lui ont dit au début de ce qu'on m'a dit, et même je l'ai revu cet ex après l'émission parce que j'avais des questions et je voulais des réponses. Et ils lui ont dit que c'était pour moi. Au début, elle n'a pas accepté. Après, elle s'est dit, allez, pourquoi pas, parce que c'est quelque chose qu'elle voulait faire aussi. Elle voulait faire de la télé, etc. Elle s'est dit, bah pourquoi pas, et puis même, on va peut-être pouvoir régler des choses. Donc, elle a accepté. Et au final, du jour au lendemain, elle a dit, en fait, c'est mort. Je veux pas lui donner l'heure, je veux pas le voir, etc. Et donc c'est pour ça qu'elle a pas accepté. Mais il s'était passé quoi avec cet ex pour qu'elle accepte pas de même pas te voir dans le cadre d'une émission alors qu'elle a envie de faire de la télé? Et ben c'est cette fameuse ex que je te dis que j'ai rencontrée juste avant le Mexique et qui est partie avec moi au Mexique. Ah oui, où ça s'est mal passé. Où ça s'est mal passé au Mexique. Et en fait, le fait que elle tourne sa vie, donc dans notre relation, elle tourne sa vie autour de moi, parce que bah, moi, c'était mon rêve d'aller au Mexique, donc elle s'est dit, il veut réaliser son rêve, moi je mets ma vie en stand-by. Et je le suis. Et donc, en fait, de faire ça, de mettre sa vie à elle-même en stand-by et que ça se passe mal au Mexique, que je lui mente en étant au Mexique. C'est-à-dire, tu lui as menti? En fait, ça allait plus trop là-bas et dans notre relation. Et en fait, on s'est quitté là-bas. On s'est quitté et quand on s'est quitté, j'ai rencontré une fille et il s'est passé ce qui s'est passé avec cette fille. Et cet ex-là, donc je peux dire son prénom en soi, Pauline. Elle avait vu un TikTok de cette fille que j'avais rencontrée au même endroit que moi. Donc elle a fait le rapprochement que on s'était rencontrés, etc. Elle était jalouse, Pauline? Hyper jalouse, bien sûr. Elle avait raison d'être jalouse, Pauline? Bah, à ce moment-là, oui. Oui et non, parce qu'on n'était plus ensemble. Ouais, mais quand même un peu de respect par rapport à la temporalité, non? Exactement, exactement. Ça allait très vite. Après, ben moi, je suis bélier, je fonce, donc c'est pour ça. Mais ouais, elle avait les cornelles. Elle avait les cornes. Oui, non, bah non, parce que je t'ai pas trompé en soi. Donc quand elle a les cornes, c'est quand on trompe la personne. Là, après, oui, forcément, au niveau de la temporalité, c'était pas la bonne chose. Mais bref, elle me pose la question en mode est-ce que tu connais cette fille? Je dis non. Donc elle envoie un message à cette fille. Ah putain. Est-ce que tu connais Cédric, etc. Et elle lui dit non, on s'est juste vu en boîte, rien de plus. Parce que j'avais un petit peu dit à cette fille, bah voilà, il y a mon ex, et j'ai pas envie que tu lui dises si elle t'écrit, etc. Et bref, un mois se passe, et Pauline me manque. On était encore au Mexique, elle avait son appart, j'avais le mien. Elle me manque, donc je la recontacte. Donc tu me manques, etc. Je veux te reconquérir, etc., etc. Et elle me pose toujours la question, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec cette fille? Est-ce qu'il s'est passé? Et moi je dis non, 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 non. Et bref, arrive le moment où elle me dit, ben, si tu veux que ça marche entre nous deux, je veux qu'on rentre. Je veux pas qu'on reste au Mexique parce que j'ai des mauvais souvenirs ici. Donc je veux qu'on rentre. Donc rentre avec moi. Donc je dis ok, ben je rentre avec toi. Donc on rentre. Ça se passe à peu près bien la rentrée en France. Et je sais pas, peut-être un mois ou deux après qu'on soit rentré, cette fille donc de Colombie, hein, elle était colombienne, hein, envoie un message à Pauline. Ah en fait avec Cédric c'était passé ci, ça, ça. Oh, et là moi j'étais. Solidarité féminine. Mais ouais, mais pourquoi d'un coup comme ça 6 mois plus tard? Elle a eu des regrets. Mais c'est bizarre quand même, tu vois. Surtout que tu habites à l'autre bout du monde. C'est pas comme si tu me voulais encore. On habite au même endroit et vas-y, je veux me l'accaparer. Donc je te balance ça. Mais alors pourquoi l'avoir balancé au bout d'un mois? Alors là, aucune idée.
Et donc elle lui a dit j'ai couché avec Cédric. Ouais, elle lui a dit bah voilà, avec Cédric c'est passé ci, c'est passé ça. Et je me rappelle de ce moment-là. Moi j'étais chez mes parents à ce moment-là, en train de regarder la télé. Et là d'un coup j'entends sonner. Il était 21h30 le soir. J'entends sonner et rentrer dans ma maison, dans la maison de mes parents. Et là Pauline en furie. Ouais, t'es qu'un bâtard. Tu m'as trompé, nana. Une scène de ménage. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Et c'est ce soir-là que vous vous êtes vus pour la dernière fois? Non, on s'était revus, on s'est recroisés à un festival près de chez nous, peut-être 9 mois plus tard, après ça. Parce que j'étais reparti après moi à l'étranger. Et quand j'étais rentré, on s'était recroisés à ce festival, 9 mois plus tard. On s'est croisés, elle est venue vers moi, elle m'a dit « Ouais, qu'est-ce que tu fous là? T'es chez moi ici ?» Parce que c'était dans son village à elle. Et j'ai pris un verre à la gueule, un verre de bière, et elle est partie. Et là, c'était la dernière fois que je t'ai vu. C'était ton karma, Cédric. Ouais, c'était mon karma, bien sûr. Parce qu'en vrai, pourquoi ne pas avoir dit la vérité? C'était fait, vous n'étiez plus ensemble, C'est vrai. même si la temporalité c'était proche par rapport à la rupture. C'est vrai. Si tu lui avais dit, peut-être que ça se serait pas passé comme ça. Ouais, c'est vrai. Non, clairement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi et que j'essaye de faire maintenant, tu sais, de dire les choses, d'être plus honnête et de pas cacher les choses. Mais j'aime pas faire du mal aux gens. Vraiment, j'ai vraiment ce cœur de j'ai pas envie de faire du mal aux gens. Et en fait, de dire une vérité qui, en soi, elle a besoin de le savoir, elle a le droit de le savoir. Mais en soi, on n'était plus ensemble. Donc, je me dis, elle n'a pas besoin de le savoir. Ça sert à rien qu'elle le sache. C'est comme si elle me demandait avec qui tu as couché dans ton passé. Elle n'a pas besoin de le savoir, vu qu'on n'était pas ensemble. Et en fait, je me dis, là, si je lui dis cette vérité-là, ça va la blesser. Et en fait, je mens, entre guillemets, aux gens que j'aime. Et voilà. Et la voix off de l'émission, parce que ça c'est une particularité quand même. Il y a une voix off qui commente les épisodes, mais qui vous clash aussi. Ouais, mais franchement, elle est très drôle cette voix off, et je trouve qu'elle est hyper importante dans l'émission, parce qu'elle met encore un plus gros peps sur nos épisodes. Mais ouais, c'est vrai qu'elle nous clash. Mais c'est drôle, c'est hyper, entre guillemets, enfantin, et j'aime bien. Et Antoine Goretti, pour le coup, lui c'était le seul candidat connu de cette émission. C'est vrai. Enfin, connu, qui n'était pas anonyme, qui n'était pas vierge de télé. C'est vrai. Voilà. Est-ce que toi aussi, tu l'appelais Commedia dell'arte? Il paraît que c'était son surnom. J'ai entendu ça sur le tournage, mais non, moi, pas du tout. Je trouvais que tout le monde sur le tournage était eux-mêmes. J'ai pas vu en mode oh tiens je fais plus de choses ou quoi que ce soit, j'essaie de trouver des séquences ou quoi que ce soit, pas du tout. J'ai vraiment pas trouvé ça chez qui que ce soit chez Antoine ou quelqu'un d'autre. Comment tu t'es entendu avec lui? Bien, franchement bien, comme avec les autres. Après forcément il y a des affinités qui se créent, on s'entend un peu plus avec d'autres personnes, mais avec Antoine bien. Et vous aviez des affinités un peu plus qu'avec d'autres personnes? Moi personnellement oui, je sais que je m'entends mieux avec certaines personnes parce que tu sais il y a ces dortoirs communs et en fait il y avait 2 chambres et forcément quand tu passes plus de temps on va dire le soir avec certaines personnes tu te rapproches plus que d'autres, donc tu as plus de conversations, tu vas un petit peu plus loin dans des sujets, donc ça crée des affinités. C'est pas pour autant que je me suis dit ces autres personnes là j'ai moins d'affinités donc je les aime moins, non. Bien le contraire, je les aime tous autant qu'ils sont, mais forcément il y a des affinités qui se créent un peu plus qu'avec Il s'est fait critiquer, Antoine Goretti, parce qu'il est considéré comme bof dans Ex on the Beach, comme ayant des comportements de bof dans l'émission, alors que sur les réseaux sociaux, il développerait une DA un peu ultra féministe. Est-ce qu'on peut être féministe et bof? Bonne question, peut-être. Après, on connaît... On a tous des blagues beauf, comme on dit. On a tous des blagues, on fait tous des repas de famille avec un oncle beauf, etc. C'est quelque chose qui est dans la culture, je pense, dans notre culture française même, d'avoir des petites blagues, des petits pics, etc. Et je trouve pas que ça va identifier une personne en tant que beauf ou quoi que ce soit. Juste, on rigole, il y a beaucoup de second degré. La télé, ça reste du divertissement aussi. Tant que c'est pas dans l'irrespect, moi je trouve que ça va. C'est quoi tes projets, Cédric? T'as envie de quoi? Moi, mes projets, c'est continuer là à ce que mon entreprise elle marche.
pourquoi pas ouvrir une deuxième. Et la finalité, ce serait de repartir vivre au Mexique, définitivement. Quitter la France. Quitter la France, ouais, j'aimerais bien. Après, pas que je n'aime pas la France du tout. On est très très bien en France. On est très bien lotis, c'est un beau pays, on a beaucoup de culture, etc. Mais je me sentais mieux à l'étranger, au Mexique principalement. J'ai fait quand même pas mal de pays, mais le Mexique, c'est vraiment un endroit où je me suis senti à l'aise, comme chez moi. Que ce soit le climat, la culture, les musiques, les filles, tout. Surtout les filles quand même. Mais, merci Cédric pour cette interview. Merci de m'avoir permis de venir à ta rencontre. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Au-delà de te retrouver dans Ex on the Beach sur MTV et Paramount+. Ton compte Insta, c'est Cédric-Duhart. Exact. Et ton compte TikTok, c'est Cédric-Duhart également. Oui, simple. Facile, efficace, comme ça on le retrouve facilement. Oui, t'as bien fait, c'est très bien quand c'est comme ça. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir regardés. Voilà, j'espère que vous avez apprécié découvrir le portrait de Cédric. On se retrouve très bientôt avec un nouveau candidat d'Ex on the Beach qui se prendra peut-être une vague dans la gueule. À bientôt. À bientôt.